Voici une cagnotte de 2 €. Je lance une pièce. Si c'est pile, vous gagnez la cagnotte. Si c'est face, on va doubler la mise et on recommence. Faisons un exemple. Face, on double la mise, on passe à 4 €. Face, double la mise, on passe à 8 €. Pile, vous venez de gagner 8 €. Question, combien êtes-vous prêt à me donner pour pouvoir jouer à ce jeu? Bien sûr, si vous me donnez 2 €, comme vous êtes sûr de gagner au moins 2 € à ce jeu, vous êtes sûr d'être gagnant en me donnant 2 € pour jouer à ce jeu. Mais seriez-vous prêt à me donner 4 € pour jouer à ce jeu? 8 €? 1000 €? 1 million d'euros? Je vous invite à mettre pause et à y réfléchir. Allez-y, réfléchissez. Prenez le temps de réflexion. Ce problème a été inventé par Nicolaus II Bernoulli en 1713 et il est aujourd'hui connu sous le nom de paradoxe de Saint-Pétersbourg. Mais si on parle de paradoxe, c'est parce qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. En effet, la façon classique de répondre à ce genre de questions est de calculer la somme d'argent moyenne que l'on gagne lorsque l'on participe à ce jeu. Voyons les suites de lancers qui peuvent survenir. On peut tomber directement sur pile et gagner 2 €. La probabilité d'un pile est 1,5, donc avec probabilité 1,5 on gagne 2 €. On peut sinon faire un face puis pile et gagner 4 €. Et ça arrivera avec probabilité 1,5 pour le premier face et 1,5 pour le second pile. Autrement dit, on a une probabilité 1/4 de gagner 4 €. Ensuite, on peut faire face, face, pile et gagner 8 €. Et ça arrivera avec probabilité 1,5 fois 1,5 fois 1,5 qui est égal à 1/8. Puis, on a une chance sur 16 de gagner 16 € et ainsi de suite. En moyenne, on va alors gagner 1,5 fois 2, plus 1/4 fois 4, plus 1/8 fois 8, plus 1/16 fois 16, et ainsi de suite, ce qui nous fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 à l'infini. Et ça fait beaucoup, ça fait l'infini. Incroyable! En jouant au jeu de Saint-Pétersbourg, on gagne en moyenne une quantité infinie d'argent. Je vous l'avais dit que ça aurait l'air paradoxal. Mais pour Nicolaus II, ce n'est pas là le plus bizarre. Le plus bizarre, c'est que même sachant ça, on n'a pas trop envie de dépenser des millions pour pouvoir jouer à ce jeu. Et oui, parce que si vous me donnez des millions d'euros pour pouvoir participer à ce jeu, il y a quand même une chance sur 2 pour que vous perdiez tous vos millions d'euros pour ne récupérer que 2 €. Comment expliquer notre refus d'investir des millions pour un gain espéré infini? La réponse à cette question a été brillamment fournie par Daniel Bernoulli, le frère de Nicolaus II. Et la clé du raisonnement de Daniel Bernoulli est ce que les économistes appellent désormais l'utilité marginale décroissante de l'argent. En particulier lorsque l'on passe de 0 à 1000 €, c'est super cool, on se sent tout de suite plus riche. Mais si l'on passe de 1 million à 1 million et 1000 €, on voit à peine la différence. 1000 € ont beaucoup plus de valeur, d'utilité pour le pauvre que pour le riche. En particulier, Daniel Bernoulli décrivit l'utilité de l'argent par une fonction logarithmique, ce qui veut dire que ce n'est en gros que lorsque l'on double notre fortune que l'on gagne un point de bonheur. Mais surtout, quand on est confronté à de l'incertitude, comme dans le jeu de Saint-Pétersbourg, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la somme moyenne d'argent que l'on va gagner, mais l'utilité moyenne que l'on va en tirer. Tel est le principe de la théorie dite de l'utilité espérée. Mais ce ne sera que 2 siècles plus tard que la théorie de Daniel Bernoulli fut consolidée avec une approche axiomatique. En 1944, le mathématicien John von Neumann et l'économiste Oskar Morgenstern publient un livre révolutionnaire intitulé Theory of Games and Economic Behavior. Ce livre introduit les fondements d'une toute nouvelle théorie axiomatisée pour étudier les interactions humaines, à savoir la théorie des jeux. Ces fondements reposent notamment sur les axiomes dits de von Neumann-Morgenstern qui caractérisent nos préférences vis-à-vis du hasard et desquels peuvent ensuite être déduits la théorie de l'utilité espérée. Il y a 4 axiomes de von Neumann-Morgenstern. Le premier dit que tout individu a des préférences complètes, c'est-à-dire que si on a 2 alternatives A et B, alors l'individu en question préfère ou bien A à B, ou bien B à A, ou bien il trouve que A et B sont aussi bien l'un que l'autre. Et quand je dis alternative, là ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut typiquement être l'alternative où je vais aller voler de l'argent à mon voisin. En particulier, les préférences des individus pour les alternatives incluent leurs valeurs éthiques et morales, comme on l'a vu dans l'épisode 9. Le deuxième axiome est l'axiome de transitivité et il dit que si un individu préfère A à B et B à C, alors il préfère A à C. Si je préfère le chocolat à la vanille et si je préfère la vanille à la fraise, alors je préfère le chocolat à la fraise. Le troisième axiome est l'axiome dit de continuité. Supposons qu'un individu préfère A à B à C. Alors il existe une probabilité P
tels que je peux définir un jeu qui consiste à lancer une pièce qui a une probabilité P de tomber sur pile, et si c'est pile, on donne l'alternative A à l'individu, et si c'est face, on donne l'alternative C à l'individu. Eh bien, il existe une valeur de P de la probabilité que la pièce tombe sur pile, telle que le jeu que je viens de proposer est, selon l'individu, aussi bien que l'alternative du milieu B. Dans le jargon économique, le jeu que je viens de vous proposer est ce que l'on appelle une loterie, comme on l'a vu dans l'épisode 5. Et donc, de façon grossière, ce que nous dit l'axiome de continuité, c'est que si B est entre A et C, alors il est équivalent à un certain mix de A et de C. Le quatrième axiome est l'axiome d'indépendance aux alternatives non pertinentes, c'est-à-dire on va supposer qu'un individu va préférer A à B, et on va supposer qu'il y a une troisième alternative C. Alors je vais maintenant construire deux loteries. La première loterie, lorsque ça tombe sur pile, je donne A à l'individu, et si ça tombe sur face, je donne C. Et la deuxième loterie, je vais donner B si ça tombe sur pile, et C si ça tombe sur face. Autrement dit, les deux loteries L de A et L de B ne vont différer que si la pièce tombe sur pile, auquel cas l'individu va préférer l'issue de L de A à celui de L de B. Eh bien, l'indépendance aux alternatives non pertinentes dit que l'individu préférera alors forcément L de A à L de B. Ah oui, une petite dernière chose, en fait, dans tout ce que je viens de dire, A, B et C peuvent aussi très bien être des loteries. Eh bien, le théorème de von Neumann-Morgenstern nous dit que ces quatre axiomes sont vrais si et seulement si il est possible de représenter les préférences des individus par des fonctions d'utilité dont les individus cherchent à maximiser la valeur moyenne. Or, chacun des axiomes de von Neumann-Morgenstern semble clairement vrai. Du coup, von Neumann et Morgenstern justifient par là la théorie de l'utilité espérée qui deviendra un des fondements de la théorie des jeux et de la théorie économique moderne. Ils sont balèzes, von Neumann et Morgenstern. Sauf que non, en 1953, le futur prix Nobel d'économie Maurice Allais réfuta empiriquement les axiomes de von Neumann-Morgenstern. Considérons deux expériences. Dans chaque expérience, on vous laisse le choix entre deux loteries et vous devez dire laquelle vous préférez. Dans le premier cas, la loterie 1A est un gain assuré de 1 million d'euros. La loterie 1B est une loterie avec une probabilité 9% de gagner 5 millions, 90% de gagner 1 million et 1% de ne rien gagner. Que choisiriez-vous, 1A ou 1B? Dans la seconde expérience, la loterie 2A est une probabilité de 90% de ne rien gagner et une probabilité de 10% de gagner 1 million. La loterie 2B vous donne 91% de ne rien gagner et 9% de gagner 5 millions. Et maintenant, que choisiriez-vous, 2A ou 2B? Je vous invite à mettre vos réponses dans les commentaires. Si vous avez préféré par exemple 1A et 2A, je vous invite à écrire 1A espace 2A. Allez, je vous laisse 5 secondes pour écrire ce commentaire. Venons-en à un résultat trouvé par Maurice Allais. Allais constata que la majorité des gens qu'il interviewa répondirent 1A, 2B. Et ça, c'est incohérent avec les axiomes de von Neumann-Morgenstern. En effet, 1A peut se réécrire 1 million avec probabilité 90% et 1 million avec probabilité 10%. Tandis que 2B peut se réécrire 0 avec probabilité 90%, 0 avec probabilité 1% et 5 millions avec probabilité 9%. Autrement dit, ceci nous invite à introduire 3A et 3B comme suit. 3A est un gain sûr de 1 million, alors que 3B va être une probabilité de 90% de gagner 5 millions et une probabilité de 10% de gagner 0. On a alors 1A est égal à 1 million avec probabilité 90% et 3A avec probabilité 10%, et 1B est égal à 1 million avec probabilité 90% et 3B avec probabilité 10%. Tandis que 2A est égal à 0 avec probabilité 90% et 3A avec probabilité 10%, et enfin 2B est égal à 0 avec probabilité 90% et 3B avec probabilité 10%. Sauf que par complétude, on sait que soit vous préférez 3A à 3B, soit vous préférez 3B à 3A, soit vous êtes indifférent entre les deux. Sauf que si vous préférez 3A à 3B, par indépendance aux alternatives non pertinentes, vous devriez aussi préférer 1A à 1B et 2A à 2B. A l'inverse, si vous préférez 3B à 3A, par indépendance aux alternatives non pertinentes, vous devriez préférer 1B à 1A et 2B à 2A. Et enfin, si vous trouvez que 3A et 3B sont aussi bien l'un que l'autre, vous devrez également trouver 1A et 1B, ainsi que 2A et 2B, aussi bien les uns que les autres. En particulier, les axiomes de von Neumann-Morgenstern prouvent qu'il est impossible qu'un individu préfère 1A à 1B et préfère également 2B à 2A. Or, Allais a montré que certains individus avaient de telles préférences. Ces individus violent donc les axiomes de von Neumann-Morgenstern.
Étrangement, ceci montre surtout qu'il est possible en principe de se faire de l'argent sur le dos de tels individus. En effet, supposons qu'un individu préfère 3A à 3B, mais 2B à 2A. On peut ainsi commencer par lui proposer 2A. Comme il préfère 2B à 2A, il sera prêt à payer une petite somme, disons 1 centime, pour remplacer 2A par 2B. Mais maintenant, rappelons que 2B est égal à 90% de rien et 10% de 3B. On peut lui dire que si jamais on tombe dans le cas de 10% de 3B, alors contre une petite somme, disons 1 centime, on remplacera 3B par 3A. Comme l'individu préfère 3A à 3B, il acceptera. Mais on retombe alors sur le cas de la loterie 2A est égal à 90% rien et 10% de A. On peut alors répéter la démarche intellectuelle et ainsi grappiller de l'argent à l'individu centime par centime. Cette extorsion est ce que l'on appelle l'astuce du livre de compte néerlandais. Elle montre que parce que l'on n'est pas tout à fait rationnel au sens des axiomes de von Neumann Morgenstern, un banquier malveillant et compétent pourra nous embrouiller dans divers raisonnements de produits financiers et ainsi nous extorquer de l'argent. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur notre relation à l'argent et à l'incertitude, et je ne peux que vous recommander les excellentes vidéos de Stupid Economics et de Science Étonnante à ces sujets. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, à mon sens, ce n'est pas le fait que les axiomes de von Neumann Morgenstern et la théorie de l'utilité espérée sont faux. Oui, je sais que c'est faux. Ce qu'il faudrait davantage retenir de cette vidéo, c'est que les axiomes de von Neumann Morgenstern et la théorie de l'utilité espérée sont avant tout utiles. En particulier, ils sont à la fois pas trop faux et suffisamment simples pour que l'on puisse travailler et faire des théories prédictives à partir de cette théorie, et pour qu'en s'appuyant sur cette théorie, on soit néanmoins capable de prouver des théorèmes utiles et pertinents, comme par exemple le théorème de Guibard. La dernière fois, on a parlé des électeurs rationnellement irrationnels et Flutter Wondershire Yay nous dit que ça fait plaisir de se rendre compte que quand même, lorsqu'on doit prendre des décisions en démocratie, souvent on n'est juste pas assez informé. Et je pense que c'est quelque chose que l'on met pas assez en avant, notamment dans les débats politiques classiques entre amis ou à la télé. On ne met pas en avant le fait que, en tant que citoyen, on est mal informé. Et on préfère systématiquement donner la parole à ceux qui prétendent savoir, alors que bien souvent on parle quand même de questions, notamment en économie, où il faudrait absolument mettre des réserves sur tout ce que l'on dit parce que c'est des sujets très complexes. Jean-Paul fait la remarque que malheureusement ma vidéo n'atteindra sans doute pas toute la population française et que du coup la plupart de la population restera sans doute inconsciente de son ignorance et de son irrationalité. Et du coup la question qui viendra, c'est comment est-ce qu'on diffuse mieux ce genre de message? Comment on fait pour répandre la pensée critique? Alors bien sûr c'est une question super difficile. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le meilleur moyen de communication des idées de la zététique et de l'esprit critique, c'est YouTube. C'est un peu triste à dire, mais les voies de communication classiques, notamment par exemple l'éducation nationale, sont quand même bien incapables de répandre la pensée critique, notamment auprès des gens qui ont l'âge d'aller voter, puisque l'école finit à 18 ans. C'est pas facile, il faut beaucoup de temps, et j'ai envie de dire que ça se travaille à tous les échelons, parce que moi je trouve personnellement que même au niveau des scientifiques ou de la recherche scientifique, et des gens dont on pourrait penser qu'ils sont les détenteurs de l'esprit critique, je trouve qu'il y a pas mal de travail encore à faire, notamment sur l'hooliganisme politique, qui n'est pas forcément quelque chose dont beaucoup sont conscients. Donc j'ai envie de dire que la première étape, c'est déjà sensibiliser ceux qui sont les plus à même d'être sensibilisés par ce genre de sujet et qui ne le sont pas encore forcément suffisamment aujourd'hui. Typiquement, y compris dans la sphère académique, il y a beaucoup d'hooliganisme pro-démocratique, à dire que la démocratie c'est la réponse à tous nos problèmes. Et typiquement sur ce genre de sujet, il est très difficile d'avoir un raisonnement critique parce que l'hooligan politique en nous surgit, on a envie de dire que la démocratie c'est bien, et on a du mal à avoir une analyse très critique de la démocratie. Et ça existe vraiment à tous les niveaux, pas juste la majorité du peuple, y compris dans des sphères dont on pourrait penser qu'il y a plus d'esprit critique. Bref, c'est pas facile. J'ai envie de dire que l'une des meilleures façons de faire, c'est juste de partager ce genre de vidéos. Donc j'allais dire partager mes vidéos, ça me fera plaisir à moi, mais partager aussi les vidéos que j'ai partagées dans la vidéo précédente, parce qu'il y a beaucoup de contenu très intéressant et qui gagnerait beaucoup à être beaucoup plus connu à mon sens. Et peut-être qu'avec plus de contenu de ce genre, on arrivera à propager davantage
l'esprit critique et éteindre autant que possible l'hooliganisme poétique, notamment quand celui-ci est complètement injustifié. Une autre chose que j'aimerais souligner, qui est peut-être pas suffisamment mis en avant par les esthéticiens à mon sens, c'est qu'il faut pas juste avoir un espèce de c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il est très important d'essayer de montrer qu'il y a un vrai plaisir à avoir à développer son esprit critique. Et en tant que mathématicien, je sais que le plaisir, c'est vraiment la différence entre un mathématicien et un pas mathématicien, j'ai envie de dire. En particulier, je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie que d'essayer de se passer pour des donneurs de leçons, et qui est beaucoup plus intéressant d'aller explorer certaines façons de penser, de voir ah tiens ça c'est intéressant parce que, donc essayer de développer la curiosité et le bonheur de découvrir des choses, et notamment le bonheur de remettre en cause ses propres intuitions. Bref, c'était une réponse super pas claire et ultra longue, mais c'est ce qui arrive quand on me pose des questions trop difficiles. Bouli me demande si mon idée choquante que j'ai teasée pendant les commentaires de l'épisode précédent est l'idée sur laquelle les IA devraient faire tourner le monde. Non, c'est pas ça. En tout cas, pas les IA d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les IA sont quand même pas encore tout à fait au point. En tout cas, elles sont pas du tout au point pour gouverner le monde. Pas du tout. Typiquement, Microsoft a lancé son IA qui était un bot qui parlait sur Twitter et qui interagissait avec les gens sur Twitter. Et l'IA est rapidement devenue nazi, troll, en mode ultra 4chan. Du coup non, les IA sont pas encore du tout prêtes pour ce genre de truc. Nicolas Mijalski nous demande si les théories démocratiques prennent en compte les hauts fonctionnaires. Alors ça dépend de qu'est-ce qu'on parle comme théorie démocratique. Il y en a beaucoup, encore une fois la démocratie c'est un truc très vague. Si on parle des modèles de Mesquita c'est un modèle de la politique très générale, il va prendre en compte toutes les informations qu'il pense être pertinentes en tout cas dans son modèle. Après moi ce que j'ai envie de dire c'est que bien souvent quand on parle de démocratie de façon théorique ou idéaliste, enfin pour beaucoup de gens l'idéal de la démocratie c'est que le peuple soit vraiment aux commandes et qu'il puisse vraiment décider, et ça voudrait dire qu'il faudrait enlever les hauts fonctionnaires qui ne sont pas des représentants du peuple. Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Je pense que ceux qui sont des hooligans pro-démocratiques diront oui, et d'autres personnes diraient non. Alors quant à émettre un avis sur ça, vous sentez que c'est pas facile parce que moi j'ai pas assez de données quoi. Je sais pas qu'est-ce que serait la société sans eux. Mais bon, j'ai des connaissances qui sont hauts fonctionnaires, qui m'ont l'air d'être des gens incroyablement intelligents, très compétents et éthiquement bien. J'ai quand même du mal à imaginer que la France se porterait mieux sans eux. Mais bon, encore une fois, c'est un avis pas assez informé, je peux pas donner un avis tranché. Sinon, vous êtes plusieurs à perdre un petit peu espoir en l'humanité avec ma série de vidéos, c'est un petit peu triste, il y a pas mal d'aspects qui sont un petit peu déprimants. Et ça me ramène à une remarque que j'avais faite il y a quelques vidéos, où j'avais dit que c'est incroyable à quel point la société se porte bien. Quand vous savez que les politiciens sont juste des gens assoiffés par le pouvoir qui font tout pour être et rester au pouvoir, quand vous savez que les opinions qui se propagent les mieux aujourd'hui ne sont pas celles qui sont le plus à même d'expliquer le monde qui nous entoure, mais celles que les gens éternuent le plus violemment et souvent en divisant les uns et les autres, quand vous savez qu'avec l'internet on a une ségrégation idéologique croissante où les gens se regroupent dans leurs fetal bubbles, quand vous savez que toute l'économie est également dirigée par des gens dont l'objectif est surtout d'être et de rester au pouvoir et de faire un maximum de profit, et quand vous savez que les citoyens qui votent et qui sont au pouvoir sont des gens rationnellement irrationnels, ignorants et mal informés et biaisés, c'est fou à quel point la société se porte bien. Et je vais faire un petit peu mon frileux, mais quand je vois qu'il y a pas mal de gens qui proposent des mesures très radicales pour changer nos sociétés, j'ai peur que tous ces problèmes de société ne soient pas pris en compte et que les gens imaginent une société idéalisée où tout fonctionne bien, mais sans prendre en compte qu'il faut que ça soit robuste au fait que les électeurs soient rationnellement irrationnels, que les politiciens veulent être et rester au pouvoir et tout ça. Bref, c'est dur de parler de politique sans avoir de conviction. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de l'équilibre de Nash, qui est le concept central de la théorie des jeux. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Est-ce qu'ils agissent de manière plus rationnelle que nous dans cette expérience? La réponse est non.
Quand on compare les résultats des singes et des hommes, en fait on retrouve des résultats qui sont proches. Tellement proches que l'on ne pourrait pas différencier les singes des hommes si on n'avait que leurs résultats. Et c'est ça, c'est la concavité de cette courbe de satisfaction qui explique pourquoi on préfère les gains certains aux gains risqués, même s'ils seraient équivalents en moyenne. Si je vous donne 1000 €, selon cette courbe, votre satisfaction serait 18. Mais si je vous donne soit 2000, soit 0 à une chance sur 2, votre satisfaction sera 24 ou 0, donc seulement 12 en moyenne. Avec des courbes de satisfaction concaves, la satisfaction moyenne est toujours inférieure dans le choix risqué,